C'est 6h-9h. Bourdin Direct. Maître Vincent Breno, bonjour. Bonjour Jean-Hugues. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement. Maître Breno, je voudrais que nous revenions sur Seveso. Seveso Lubrizol, Lubrizol Seveso. Pourquoi parce que Seveso, c'est un mot, un nom qui nous glace le sang. Rappelez-nous d'abord Seveso. Seveso, c'est le nom d'une petite commune italienne où s'était produit une catastrophe. Absolument, dans les années 70, à une époque où précisément la prévention des risques technologiques et industriels n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc le législateur européen, puisqu'une grande partie de notre droit de l'environnement vient de l'Europe, a pris une série de directives, directives Seveso 1, 2, puis 3, qui ont imposé aux États d'obliger leurs industriels à prendre des mesures de protection importantes. Alors, après cet incendie, au cœur de Rouen, presque au cœur de Rouen, puisque l'usine Lubrizol est à 3 km du centre-ville, à 3 km de la cathédrale de Rouen. On a vu les images, moi je me mets à la place de la population un peu affolée, totalement affolée, même avec d'abord les flammes, ensuite ce nuage de fumée noire, effrayant, cette pollution. On a vu des barrages contre la pollution. Enfin, les images ont évidemment inquiété, considérablement inquiété. On a appris que cette usine, Lubrizol, était classée Seveso seuil haut. Ça veut dire quoi, Seveso seuil haut ? Alors Seveso seuil haut, en fait vous avez Seveso seuil bas ou Seveso seuil haut en fonction tout simplement de la dangerosité des produits qui sont stockés et du volume de produits stockés sur le site. Dans cette usine, les produits stockés sont dangereux, très dangereux, et il y en a beaucoup. Absolument. Et en conséquence de quoi, un certain nombre de mesures de précaution, à la fois de prévention et ensuite de sécurisation, sont imposées à l'industriel, raison pour laquelle il y a eu une réaction extrêmement rapide. Rapide, mais est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui? Je ne sais pas, moi. Enfin, mettez-vous, vous habiteriez Rouen, que feriez-vous? Alors, j'habiterai Rouen, j'écouterai ce que me disent les autorités. Je pense qu'il y a une émotion qui est évidemment légitime des habitants de Rouen. Maintenant, si on replace les choses dans leur contexte, alors c'est difficile de dire ça pour les personnes qui habitent juste à côté d'un site qui a été victime d'un accident comme celui-ci, mais il y a 1300 sites Seveso en France. Oui, 1312 exactement. 1312, effectivement. Oui. Les accidents sont extrêmement rares. Je pense que pour prendre le dernier accident très grave, il faut remonter quasiment au tout début des années 2000 avec non, mais d'accord. les ZF. Mais c'est pas une raison, ça. Non, c'est pas parce que heureusement que les accidents sont très rares. Oui. Les accidents graves, heureusement. C'est pas une raison. Et ces sites Seveso, je parle de Seveso haut. Oui. Hein, ces sites sont en centre-ville, proches des centres-villes ou dans des zones isolées? Alors, la plupart d'entre eux étaient initialement construits dans des zones isolées, mais l'urbanisation grandissante a fait que certains d'entre eux se sont vus un peu rattrapés par les centres-villes. Oui. Alors, j'imagine que le principe de précaution est appliqué pour ces sites Seveso. Bien Ils sûr. sont en surveillance permanente. Alors, ils sont en surveillance permanente. Les industriels sont tenus de réaliser des études de danger, des plans d'opération internes. On met en place pour les sites qui sont susceptibles d'avoir un impact en dehors de leur périmètre des plans de prévention des risques technologiques. Ils font l'objet d'inspections au moins une fois par an par le personnel préfectoral en charge de l'environnement. Ce sont des sites qui sont extrêmement surveillés de façon quotidienne. Maître, beaucoup d'habitants reprochent au gouvernement une mauvaise communication, une communication tardive. Est-ce que vous faites le même reproche? Alors moi je me garderai de commenter un dossier sur lequel je ne suis pas et pour lequel il y a une enquête judiciaire en cours. Cela étant dit, par principe, je pense que dans ce type de dossier, il faut pas aller trop vite. Il faut pas aller trop vite. Il faut qu'on sache exactement de quel produit on parle, de quel type de dangerosité on parle, pour éviter soit de paniquer les populations inutilement, soit au contraire de minimiser une information importante. Mais quels sont les produits qu'il y avait dans cette usine? Alors ça, j'ai pas la liste des. Il y avait des produits très dangereux. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut parler de marée noire atmosphérique? Alors je pense que c'est une expression qui malheureusement quand on regarde les images trouve assez bien à s'appliquer. Ben oui. Regardez ces boulettes, ces boulettes là d'hydrocarbures. Bien sûr, oui. Hein? Même si effectivement il y a les suies, regardez ce qui s'est échappé de cette usine en feu.
Oui, non, c'est évidemment ce qu'on appelle une pollution. Il n'y a pas de doute. Alors, l'appeler marée noire atmosphérique, la punchline est bien trouvée, mais c'est, à n'en point douter, une pollution, c'est certain. Mathieu? Oui, non, mais on parlait des produits et Samuel qui habite à proximité de Rouen est assez inquiet parce qu'il entend parler de plomb, de produits radioactifs, d'un toit qui contenait visiblement de l'amiante. Évidemment, tout ça reste à vérifier. C'est pour ça qu'on voulait vous poser la question si vous en saviez plus ce matin sur les produits. Non, pas à ce stade, il y a une enquête en cours. Bien, Jean-François est à Bois-Guillaume. Bien, justement, tiens, en Seine-Maritime, tout près de Rouen, à 1 kilomètre de l'usine. Jean-François habite à 1 kilomètre de l'usine. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ce matin, hier soir, alors, ce matin, quel air respirez-vous? ça s'est nettement amélioré. Il y a encore quelques effluves de temps en temps de type mer captant, mais on n'a plus du tout les mêmes sensations et les mêmes situations de l'autre jour. Hein. Oui, de l'autre jour. Alors, chez vous à 1 kilomètre, que s'est-il passé, Jean-François? Alors, nous, on n'a pas été trop concernés sur le site de Bois-Guillaume. C'est surtout Mont-Saint-Aignan. Moi, j'avais une inquiétude parce que j'étais en train de distribuer du courrier dans les boîtes aux lettres. Ouais. Et je voyais les fumées de combustion du feu de Lubrizol se diriger vers la maternité. Alors, moi, j'ai eu une grosse inquiétude, visiblement, parce que la maternité, ils font plusieurs milliers de naissances. Et j'en ai pas entendu parler dans les pouvoirs publics qu'il y avait des protections spécifiques pour cette maternité. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il y a monsieur le ministre Pierre Philippe, là, qui nous suggère qu'il la clarté... Le Premier ministre, Édouard Philippe. Oui. Qui nous suggère que toute la clarté va être faite, mais la clarté, elle aurait déjà dû être faite, parce qu'il y a des analyses physico-chimiques qui sont faites et les résultats sont pratiquement immédiats. Alors, je comprends pas qu'on ait aucun résultat officiel de la part de notre responsable de l'État. Et moi, je connais bien un peu l'affaire, puisque j'ai eu dans l'activité de mon métier des résultats à communiquer auprès des services de l'État, des résultats d'analyse physico-chimique. Alors, je comprends pas, il fallait qu'on les donne immédiatement, ou pratiquement immédiatement, et eux, ils mettent plusieurs journées à nous donner les résultats. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a eu de premières analyses et il va y avoir des analyses complémentaires. C'est bien ça, Maître? Oui, absolument, d'autant que là, on est sur des analyses physico-chimiques sur des produits qui ont brûlé, qui se sont mélangés, qui n'ont pas forcément vocation à se mélanger théoriquement. Donc les analyses sont plus compliquées à diligenter que des analyses physico-chimiques classiques que vous avez pu devoir remettre aux autorités de façon immédiate, monsieur. Bon. Mais enfin, il n'y a aucun résultat officiellement, hein, il n'y a aucune explication, alors que sur, par exemple, de l'eau, c'est un affichage obligatoire auprès des municipalités. Là, ici, on est en période de crise, il n'y a aucune municipalité qui a des résultats. Ou alors, qu'on me le dise, où ils sont affichés au public, comme ça devrait l'être normalement en cas de crise. Merci Jean-François, merci, voilà. Vous avez eu raison d'appeler, merci, il est 6h, merci maître, 6h52, nous sommes avec Anthony Morel dans un instant. Oui, Jacques Chirac et son mulot, à tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de